Écoutez, bienvenue à tout le monde. Merci à l'audience d'être présent aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par un petit tour de table, se présenter. Allez, Brimbel, t'es à ma gauche, je te laisse démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Lucille, pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec Sandrine et Pierre Arnaud. Moi, je suis responsable de la diversité et de l'inclusion à Disneyland Paris, où nous avons 15 000 employés. Voilà. Je laisse la parole à Pierre Arnaud. Hello, alors moi c'est Pierre Arnaud. Du coup, je suis manager diversité et inclusion et également talent acquisition manager c'est plateforme.sh. Nous sommes actuellement 266 et on a beaucoup de sujets similaires qu'on aimerait traiter. Voilà, je vais laisser la parole à Sandrine. Bonjour tout le monde, moi je suis ravie d'être là, merci Lucille pour l'invitation et je suis contente aussi d'être aux côtés de Brimbel et Pierre Arnaud. Donc moi je suis CEO de Mixity. Donc Mixity, c'est la première solution digitale qui accompagne les entreprises dans leur pilotage diversité et inclusion. Donc en fait avec Mixity, on évalue les organisations à partir d'un index qu'on a créé d'évaluation sur les actions, la culture d'inclusion des entreprises. Et puis, on les aide à piloter leur stratégie et à avancer sur ces enjeux, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Et donc, moi, plus humblement, je suis Lucille, responsable de la France chez Team Taylor. Aucune expertise particulière dans la diversité et l'inclusion, mais c'est un sujet qui me passionne tout particulièrement et sur lequel je démarre en interne chez Team Taylor. Donc, vraiment très honorée de pouvoir échanger avec des personnes qui en ont fait leur métier et leur cheval de bataille quotidien. Donc, merci à tous d'avoir accepté l'invitation et super contente de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas forcément présents aux premiers épisodes, donc on est au 4e aujourd'hui. L'idée, c'est que ce soit potentiellement le dernier, même si c'est un sujet assez large. Toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, l'idée de ce dernier épisode, c'est de pouvoir continuer ce qu'on avait traité pendant le 3e, c'est-à-dire tout ce qui est lié autour de la culture d'entreprise. Une fois que vous avez mis en place ce sujet de diversité et inclusion, qu'il y a une équipe dédiée, comment vous faites pour maintenir cet équilibre et quelles actions vous pouvez mettre en place. Donc, on va avoir des retours d'expérience de Brimbel, Sandrine et Pierre Arnaud. Et ils vont vous donner bien sûr aussi des conseils si vous souhaitez vous-même travailler sur ces sujets-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par une petite définition simple de 2 termes qui vont revenir régulièrement pendant le webinaire. Juste une petite chose, au niveau des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat, où je crois qu'il y a un espace questions. N'hésitez pas à écrire dans le chat et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et à la fin du webinaire, au niveau de la conclusion, on prendra aussi quelques minutes pour répondre aux dernières questions, si tout n'était pas clair ou s'il y a des petites choses à préciser. Mais voilà, démarrons par quelques définitions, notamment sur les termes de l'ERG, BERG, donc Employee Resource Group, Business Employee Resource Group. Sandrine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci Lucille. En fait, l'idée, effectivement, c'était de se dire que dans le fait d'entretenir et de développer sa culture d'inclusion quand on est une organisation, et on va l'évoquer, je pense, assez en détail après avec les différents témoignages, c'est d'être dans évidemment la définition d'un cap, d'une stratégie, structurer aussi ses actions, ses engagements dans cette démarche de culture d'inclusion, mais aussi d'associer ses équipes, ses employés, ses collaborateurs dans cette stratégie. Et en fait, on s'est dit que ce serait intéressant aussi de faire un focus sur une approche qui est plutôt anglo-saxonne, mais qu'on commence à voir se déployer de façon globale et internationale.
qui est le fait de constituer des employee resource groups. Donc, ce sont des groupes d'affinité qui fédèrent des collaborateurs en plus de ce que moi j'appelle leur daily job. Donc, c'est d'avoir des personnes qui se connectent dans ces groupes, ces espaces, on va dire, sécurisés et aussi où on peut avoir une parole assez libre et qui connecte ces personnes autour d'une cause d'origine, ça peut, ou de personnes sous-représentées dans une organisation. Donc, ça peut être des groupes, par exemple, qui vont échanger sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça peut être des groupes sur la cause LGBT+. Donc, voilà, sur la partie des différentes typologies de public. Et puis, ça peut être aussi des groupes qui se constituent autour d'intérêts communs. Ou aussi de ce qu'on évoquera tout à l'heure, peut-être un peu plus largement avec Brimbel, sur les alliés, où on va en travailler ensemble sur des centres d'intérêt ou des causes. Ça peut être le télétravail, ça peut être le bien-être au travail, ça peut être la parentalité. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être adressés dans ces groupes. Et l'idée de ces groupes, c'est d'avoir des espaces où on va faire tomber les silos déjà, parce que ça va être avec des gens qui sont avec des cultures, des métiers différents, des parcours différents. Et donc, ça c'est des groupes où la parole est plus libre et où on va aussi pouvoir agir et créer de l'impact sur des sujets qui nous sont chers, qui nous tiennent à cœur. Et généralement quand même en lien avec les valeurs corporelles de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des groupes qui se constituent eux-mêmes, donc à l'initiative des employés et qui portent des projets qui sont portés et vraiment développés à l'initiative des employés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet effectivement de cultiver le sentiment d'appartenance et puis d'avoir une approche transversale de grands sujets et de participer pleinement à la culture d'inclusion de l'organisation. Donc ça existe, les employés ressources groupes, ça existe notamment aux USA depuis les années 60, hein, c'est pas nouveau. Je crois que c'était Xerox le premier à vraiment mettre en place cette approche en fait de groupe de parole vraiment en réaction aux tensions raciales à cette époque-là qu'il y avait aux États-Unis. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert. On est passé effectivement de la partie origine à des groupes de femmes, des groupes de LGBT, des groupes de centres d'intérêt, petit à petit, dans les années 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, ces espaces, ils ont un regain, on va dire, d'intérêt de la part des entreprises elles-mêmes et du top management qui se dit finalement, c'est intéressant d'avoir ces groupes, mais on peut aussi en tirer bénéfice et co-construire avec ces groupes parce que justement, il y a une approche très transversale, il y a une vraie richesse dans ces groupes. Et c'est là qu'on en vient à la définition, on va dire, des business resource group, où on va avoir une approche de travail avec ces entités, ces collectifs, ces groupements d'alliés et de personnes qui sont concernées par certaines thématiques pour vraiment construire et créer de la valeur business, parce qu'on peut associer ces groupes à des projets marketing ou R&D ou développement produit ou stratégie commerciale. On pourra en parler, il y a plein d'exemples qui vont être abordés aujourd'hui. Et puis, sur la partie aussi RH, acquisition de talents, développement d'un pool de talents, sourcing, parce que parfois, dans des communautés ou des publics sous-représentés qui font partie de ces communautés, ces groupements, ça permet aussi de les impliquer pour aller sourcer des talents quand on cherche à avoir certains profils. Voilà. Donc ça, c'est aussi toute la dimension encore sous-représentée et sous-exploitée, on va dire, des employés ressources groupes, même s'il y a des bonnes pratiques qui se développent, on va dire, dans les pays anglo-saxons. Mais j'arrête là et je vous redonne la parole. Mais merci beaucoup parce que c'est hyper clair. Enfin, je pense que j'ai lu des choses sur internet, je vous ai écouté depuis le début et pour le coup, je trouve que c'était des définitions qui nous permettaient de bien comprendre ce que ça voulait dire et ce que ça engageait. Donc, merci Sandrine pour ton partage. Et justement, Brimbel, je me demandais si toi, du coup, du côté de Disney, c'était des groupes qui existaient déjà ou si c'était en cours de création. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors du coup, si je reprends un peu le propos de Sandrine, effectivement, aux États-Unis, les Business Employee Resource Group existent depuis très longtemps pour la Walt Disney Company. Et puis à Disneyland Paris, donc on en a lancé 2. Donc c'est le Business Employee Resource Group qui s'appelle Women at Disney pour l'égalité femmes-hommes. Donc celui-là a été lancé en 2019. Et celui qui s'appelle donc Prideberg a été lancé en mars 2020. Et là, on adresse les thématiques LGBTQ. Et ce que j'aimerais souligner, puisque Sandrine en a parlé, c'est que dans chacun de ces groupes d'affinités, ce sont des personnes qui s'identifient, par exemple, l'égalité homme-femme, comme dans le genre femme, mais on veut des alliés aussi. Donc, on a des hommes aussi dans ces groupes. De la même façon, dans le groupe Pride, on a des personnes qui s'identifient comme homosexuelles, mais aussi des personnes qui s'identifient comme hétérosexuelles. Parce que notre vision à Disney, c'est que pour chaque sujet, on pourra y arriver que si les alliés, si on se met toujours à la place de l'autre. Et pour se mettre à la place de l'autre et pour devenir un allié, en fait, le cheminement, c'est vraiment de s'intéresser à la différence de l'autre. On ne comprend pas tout de suite, on ne sait pas tout de suite, mais si on fait un chemin personnel, en écoutant des podcasts, en se renseignant, en posant des questions, dans la limite de la curiosité, entre guillemets, possible, et en s'intéressant à la différence de l'autre, on peut être un meilleur allié en fait au travail. Voilà. Peut-être sur la notion avec le business, nous, donc, par exemple, le Prideberg, on organise donc la semaine prochaine des conférences pour nos employés sur les sujets LGBTQ. Et ça a été co-construit à moitié par notre équipe, donc diversité et inclusion, et l'autre moitié par le Berg Pride. Et là, je trouve que ça révèle tout son intérêt, puisque ils ont l'expertise que nous n'avons pas forcément, aussi fine, la granularité au niveau de l'équipe diversité et inclusion. Au niveau des produits, donc là, toujours le lien business. Aux États-Unis, ce que je trouve intéressant, c'est que mes collègues diversité et inclusion des Walt Disney Studios, donc qui font les films animés, comme par exemple La Reine des Neiges ou Raya, le dernier dragon qui vient juste de sortir, ils ont pris ces groupes d'employés, donc que ce soit le groupe asiatique, le groupe latino, ils leur ont fait visionner le film pour avoir leur feedback et se dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que la culture est bien représentée? Donc, Lucille, je sais que tu es en Suède actuellement. Donc, par exemple, la Reine des Neiges, Arendelle, même si c'est imaginaire, c'est aussi un village de Suède. Voilà, est-ce que la culture est bien représentée? Est-ce qu'on ne fait pas fausse route? Et c'est là que le lien avec le business intervient. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Super, super. Merci beaucoup, Brimbel, pour ton partage. Sandrine, est-ce que tu veux nous parler tout de suite de l'index sur lequel tu as travaillé? On garde ça pour un petit peu plus tard, peut-être? Je ne sais pas si Pierre Arnaud veut réagir déjà à ses propos, puis après je peux peut-être Oui. continuer. Ouais. Allez, Pierre Arnaud, tu entres dans la danse. Ok. Bon, alors oui, effectivement, ça marche. J'ai beaucoup aimé ce que disait Brimbel sur tout ce qui était les alliés et les restes. En fait, à mon sens, alors j'ai pas mal vécu aux US, j'ai pas mal vécu en France, là je viens de revenir. Ce qui est important lorsqu'on parle d'alliés et de leaders de groupe, c'est là où je vais les rejoindre, c'est qu'en fait, si on revient à la définition classique, en fait, un ou une alliée, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de lutter contre les inégalités et les injustices, comme si cette lutte, en fait, était la sienne. Et donc, si on adapte la définition à notre sujet du jour, en fait, pour les BERG, mais plutôt pas forcément à la française, mais à l'européenne, on pourrait dire que ce sont des personnes, du coup, qui militent pour une expérience juste et équitable pour les salariés qui partagent une identité commune avec le groupe en question. Alors, chez Plateforme.sh, on n'y est pas du tout. Là, pour l'instant, on est en train d'embaucher des personnes qui ont la compétence diversité et inclusion et qui le font depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que lorsqu'on implémentera ces premiers groupes, on aimerait bien en même temps donner tout de suite aux personnes la possibilité d'être des alliés et leur expliquer comment est-ce que ça se passe, comment poser des questions ouvertes, comment s'intéresser, comment s'éduquer, comment se former, de façon à ce qu'on ait un effet de synergie similaire à celui que décrivait Brimbel, parce que c'est vrai qu'il y a de très belles choses à faire. Voilà. Pour l'instant, on en est là et je vais passer du coup la parole. Merci Pierre Arnaud.
En fait, sur Mixity, nous, avec notre approche finalement d'être dans l'objectivation des actions pour pouvoir vraiment démontrer que les actions menées par les organisations et puis leur stratégie diversité et inclusion ont un impact. On est parti sur le fait de créer une sorte de référentiel qui va permettre d'évaluer la performance en fait, des actions, des process, des engagements des organisations sur la diversité et l'inclusion, avec une vision globale 360 qui permet de se dire qu'on est vraiment dans une approche pas en silo, mais vraiment une approche où on va adresser tous les enjeux, et ils sont nombreux, hein. C'est vrai que c'est un sujet important, la diversité et l'inclusion, et d'équilibrer son approche, sa culture d'inclusion, en s'assurant qu'on s'adresse à tout le monde, en donnant à chacun une capacité à contribuer au projet de l'entreprise, à avoir une égalité des chances au recrutement et tout au long de l'expérience collaborateur ou collaboratrice. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on évalue les actions, les dispositifs, les process RH mis en place par l'organisation. Par exemple, tu en parlais, Pierre-Arnaud, le premier niveau, c'est effectivement d'avoir déjà cette volonté, cette impulsion du top management, de la direction générale pour aller porter cette culture d'inclusion, parce qu'on sait que si ça ne vient pas d'en haut, c'est beaucoup plus difficile d'avancer et de structurer les choses. Donc, quand on a une impulsion et une volonté de porter ces sujets-là au niveau stratégique, bon, ça impulse, ça permet d'avancer. Et à partir de ça, l'idée, c'est de constituer déjà dans l'organisation, on va dire, de l'entreprise, une équipe dédiée à ces sujets. Cette équipe, ça peut être une personne, selon la taille de l'organisation, ça peut être un collectif, un comité diversité et inclusion. Ça, on va dire, c'est la partie plutôt représentation de l'entreprise et pilotage diversité et inclusion par l'entreprise. Mais de plus en plus, effectivement, dans ce que nous, on porte comme message auprès des entreprises qu'on accompagne, c'est de leur dire, il y a cette volonté effectivement d'avoir un process, d'avoir des moyens, d'avoir des piliers stratégiques à construire pour développer cette culture de l'inclusion, mais aussi ne pas en rester là et vraiment adresser ce deuxième axe qui est d'associer les équipes, les collaborateurs, les collaboratrices à cette vision, à cette culture d'inclusion. Alors, dans les pays anglo-saxons, encore une fois, dans les pays anglophones, c'est évidemment depuis longtemps en place. Quand on est dans une approche plus franco-française de la diversité et de l'inclusion, il faut savoir déjà que la prise de conscience sur l'enjeu stratégique que représente la diversité et l'inclusion, notamment en France, est assez récent, hein. Enfin, les événements qu'on a connus il y a quelques mois ont permis cette prise de conscience et de se dire que finalement, ça devait être porté par les directions, ça devait être aussi dans les piliers stratégiques de l'entreprise. Mais cette démarche, elle est assez récente, de s'engager fortement dans une culture de diversité et d'inclusion. Et donc, d'aller plus loin et d'associer les collaborateurs et les collaboratrices, c'est une autre démarche, en fait. C'est un enjeu important, mais ça a énormément d'avantages, énormément d'opportunités. Donc, nous, dans notre index, on va aussi demander aux organisations comment elles associent leurs équipes, comment elles associent leurs collaborateurs, leurs collaboratrices à ce projet commun, à cette culture d'inclusion, et comment concrètement elle associe, quand elle a mis en place ou quand elle a déjà dans son organisation par nature des employés ressources groupes, comment elle arrive à créer un lien et finalement à co-créer, à co-construire et à créer de l'impact avec ses employés ressources groupes. Et par exemple, je trouve un exemple qui est assez avancé et intéressant, d'une entreprise qui s'appelle Cisco dans l'univers IT, qui, elle, va jusqu'à évaluer ses managers sur leur capacité à collaborer et à créer des opportunités avec les IRG. Donc là, c'est un cran hyper intéressant et avancé, parce que ça incite en fait toutes les strates de l'organisation et toutes les directions, tous les départements, toutes les business units à saisir ces opportunités de travailler et d'échanger avec ces groupes
où, encore une fois, il y a énormément de valeurs, énormément d'intérêt parce que, encore une fois, ils sont décloisonnés. Par nature, ils sont multiculturels, multisecteurs, multimétiers, multivisions. Donc, en fait, ils sont tout à fait à même et encore mieux que l'entreprise elle-même dans sa structure parfois un peu pyramidale ou matricielle, encore mieux à même d'adresser les enjeux d'aujourd'hui, de demain, de détecter des nouvelles tendances, des nouveaux business. Et ça, c'est hyper fort, quoi. Donc, ça fait vraiment partie des éléments qui sont pour nous essentiels dans la construction d'une culture de diversité et d'inclusion. Merci beaucoup Sandrine. Et justement, est-ce que Pierre Arnaud ou Brimbel, vous avez des conseils justement pour engager ces personnes et je pense notamment à toi, Brimbel, pour les conférences qui sont organisées la semaine prochaine, où tu fais intervenir justement une partie de ton équipe diversité et inclusion et le Berg Pride. Est-ce que l'un de vous a des conseils à donner à l'audience? Moi, j'ai peut-être un conseil, mais je reviens en arrière. Je ne vais pas répondre tout de suite à ta question, Lucille, sur ce qu'a dit Sandrine, parce que je trouve que c'est passionnant. Tu as parlé de comité diversité-inclusion. Et c'est vrai que nous, au départ, c'est vrai qu'on a pensé au Business Employee Resource Group. C'est très anglo-saxon. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment… Le conseil que j'aurais pour tout le monde, vous soyez en France ou en Europe, c'est de réfléchir à la façon dont vous voulez l'implanter en France ou en Europe. Parce qu'effectivement, on s'adapte chacun à la culture. Donc, nous, on a pris en fait quasiment… 3 ans avant de lancer le premier Business Employee Resource Group, parce qu'on voulait être sûr de le faire d'une façon adaptée, que ça parle à tous nos employés en fait. Et donc, pour ce faire, nous avons créé un comité diversité-inclusion qui est donc la chair, c'est la présidente de Disneyland Paris, qui est une femme. Ça fait 5 ans qu'on a une femme qui dirige Disneyland Paris. À l'époque, elle était seulement vice-présidente finance, mais il y a l'importance des rôles modèles. Effectivement, Sandrine t'en a parlé. Donc, elle a lancé ce comité diversité-inclusion avec moi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 20 personnes sur les 15 000 employés qui venaient de toutes les business units, qui étaient de tout niveau hiérarchique, parce qu'on voulait vraiment autant des gens du terrain que des gens qui soient dans les bureaux. À Disneyland Paris, on a 80% d'opérationnels, donc c'est crucial de vraiment d'écouter la voix du terrain. Donc ça, c'est un conseil aussi, de ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Et donc, on se sert toujours de ce comité qui se réunit tous les mois comme un incubateur de nouvelles idées, et on a réfléchi ensemble à comment lancer ces réseaux d'employés pour que ça soit en fait adapté au contexte local. Et effectivement, les événements comme International Women's Day ou les conférences Pride participent en fait à cette implantation de la culture diversité-inclusion. Et une fois de plus, le conseil, c'est de prendre des intervenants locaux qui nous parlent directement, parce qu'on peut avoir la tentation de prendre quelque chose d'américain parce qu'ils sont plus en avance sur les sujets de diversité et inclusion, ou anglais tout simplement, plus proche de nous. Mais une fois de plus, j'ai organisé la semaine des alliés en janvier et on a pris des intervenants qui étaient, par exemple, Boléwa Sabourin, qui est un chorégraphe français d'origine congolaise. Et voilà, tout le monde a apprécié son intervention parce qu'il nous a vraiment parlé de sa vision, de son vécu en France, en fait. Donc, j'insisterai là-dessus, même si je viens d'une entreprise américaine. Peut-être que Pierre Arnaud, tu veux rajouter quelque chose là-dessus, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Écoute, je trouve ça vraiment très beau d'avoir choisi cette personne. Je pense que ça a dû être hyper intéressant. Effectivement, alors peut-être un tips pour l'adaptation culturelle. Donc, pour tout ce qui va être français et européen, la première chose, c'est déjà à la base, lorsqu'on veut convaincre soit le COMEX, soit l'EXCO, soit les C-Level, c'est peut-être de s'aligner sur les visions et missions. Souvent, ce sont des gens qui sont assez pris. Ils ont besoin d'avoir des chiffres, de la perspective, etc. Et pour pouvoir donc aligner les visions et les missions, la première question à se poser, en l'important élément de réponse, c'est pourquoi instaurer finalement des BERG au sein de la société. Et lorsqu'on va les voir, si on arrive en ayant un peu de data et en montrant que ceux-ci donc ont un impact à la fois sur la culture de l'entreprise, apportent un soutien donc puissant à tout ce qui va être objectifs commerciaux, critiques de talent, ça augmente la rétention des employés, ça permet de développer ou d'identifier de nouveaux leaders et d'aider à recruter, comme disait Sandrine tout à l'heure, des talents diversifiés de haute qualité, puisqu'ils sont en dehors du pool habituel. Déjà, on a un premier élément de réponse. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que de nombreuses entreprises
s'appuient également sur leur BERG pour favoriser une réflexion innovante et percer ou développer sur de nouveaux marchés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on cherche à innover, il faut bien évidemment pouvoir avoir une bonne représentation des personnes qu'on cherche à cibler. Et c'est justement aussi à ça que servent ces groupes. Et bien souvent, ils connaissent bien mieux le marché que les commerciaux en question ou que l'équipe qui s'occupe de la R&D. Typiquement, bon, chez Plateforme, c'est effectivement là-dessus qu'on travaille au sein du comité diversité et inclusion. Ensuite, la phase numéro 2, pour revenir sur ce qu'on disait, c'était tout ce qui était confirmer la présence de C-level en termes d'objectifs. En fait, c'est important de se rappeler que tous les C-level peuvent soit devenir des bloqueurs, soit des enablers, selon comment en fait on les sollicite. Pour bien démarrer, il faut donc acquérir leur soutien. Clairement, moi, je pense qu'au sein des entreprises tech européennes, ces groupes permettent d'offrir un espace sûr aux individus pour partager leurs histoires avec des personnes qui comprennent leurs expériences, mais on doit aussi les amener à un point où tout le monde peut se sentir inclus dans ceci. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Brimbel, par rapport aux alliés. Ce qui est important, donc, c'est qu'en termes de visibilité et de représentation, les C-level offrent directement leur soutien à ces groupes, voire en font partie, qu'en fait, ils s'impliquent, ils parlent de l'impact, etc. Donc, ils montrent un peu aussi le delivery et ce qu'on peut attendre. Et n'hésitent pas à solliciter d'autres membres de l'organisation pour les impliquer eux-mêmes. Par exemple, ils doivent montrer que même s'ils ne s'intègrent pas forcément dans les 10 groupes, ils sont prêts à les écouter, à apprendre, à encourager les autres à le faire aussi. En le faisant, ils démontrent également qu'ils veulent conduire le changement en créant des lieux de travail plus diversifiés, plus inclusifs. Et donc, ça va permettre surtout d'acter les titres, les moyens, les objectifs, etc. En fait, je pense qu'il faut parler de la jeunesse de la chose, en plus de l'adapter à notre contexte culturel. C'est très important de se dire que les titres, les moyens et les budgets permettent d'acter les choses et de démarrer quelque chose. De toute façon, ça ne sera absolument pas parfait les 2, 3, 4 premières années. Il y aura des impairs, il faudra beaucoup lire, beaucoup se former, inviter beaucoup d'experts, inviter des personnes aussi qui, sans être experts, permettent de voir la chose sous un nouveau regard, comme le chorégraphe dont parlait Brimbel. Et c'est grâce à tout ceci qu'on peut mettre en place de belles choses, je pense. Voilà, j'ai fini. Est-ce que mesdames, vous voulez compléter ou réagir à ce que Pierre Arnaud nous dit? Je voulais peut-être juste confirmer c'est pas confirmer parce que c'est très arrogant, non, je voulais juste abonder dans le sens de Pierre Arnaud sur l'importance, c'est vrai, pour moi, que les exécutifs, les personnes les plus hautes de la direction s'engagent. Et effectivement, la présidente, comme d'autres directeurs ou directrices, ne font pas partie des réseaux, mais par contre, apportent leur soutien politique et moral. Donc, par exemple, pour toujours nos conférences Pride de mardi, la PDG va faire les mots d'ouverture. Un autre exécutif, en fait, qui est notre VP Legal, qui est sur le comité de direction, va faire les closing remarks et qui est, en fait, c'est nos 2 sponsors D&I. Et c'est vraiment important parce que ce petit groupe d'employés qui constitue la gouvernance du réseau, quand il va frapper aux portes des autres unités, c'est que derrière eux, ils ont la puissance, entre guillemets, des exécutifs. De plus, Pierre Arnaud, je te rejoins sur les moyens. Donc, nous, c'est très cadré. Ils ont chacun un budget alloué pour l'année, aussi pour qu'ils aient leur indépendance par rapport à nous, équipe diversité inclusion. Nous sommes seulement en soutien, mais on leur donne un budget. Ils peuvent voler de leurs propres ailes, organiser ce qu'ils veulent comme événement ou activation. Et c'est vrai que c'est un point très important. Donc, voilà, juste ce que je vais rajouter. Moi, je vais bien rebondir sur ce que vient de dire Brimbel, parce qu'effectivement, c'est hyper important. Je trouve qu'il y a aussi une notion finalement qui ressort dans les échanges qu'on peut avoir avec les équipes qui sont présentes dans ces employés resource group et qui parfois disent qu'est-ce qu'on gagne en fait, ou expliquent qu'est-ce qu'on gagne à faire partie de ces employés resource group, parce que c'est aussi du temps volontaire, hein. Enfin, faut le noter, c'est du temps volontaire qu'on donne par rapport à des causes sur lesquelles ou des centres d'intérêt sur lesquels on s'implique et qu'on veut défendre et où on veut créer de la valeur aussi dans l'organisation. Mais par exemple, j'ai échangé avec une personne qui s'impliquait dans un de ces groupes et qui disait, moi j'ai mon daily work et puis j'ai mon gay work à côté parce que je suis engagée sur cette communauté qui défend et qui s'engage sur la cause LGBT+.
Et donc, c'est important, effectivement, comme disait Brimbel, d'avoir un soutien de la direction sur ces actions qui sont portées, parce que c'est structuré, hein, en fait, les groupes font des plans d'action, définissent des plannings, des agendas, des rencontres, etc. Et donc, il faut aussi donner des moyens, parce que, effectivement, s'il n'y a pas de budget ou s'il n'y a pas non plus d'engagement clair de la direction, c'est aussi ne pas reconnaître un engagement fort de ces personnes qui créent de la valeur dans l'entreprise, encore une fois, et que cette valeur, elle soit accompagnée et que petit à petit aussi, elle prenne sa dimension dans l'organisation. Donc le budget, c'est important, ça reste important aussi pour permettre d'avoir ces plans d'action, cette liberté aussi d'initiative. Et puis, ce que les personnes en retirent en interne aussi quand elles donnent du temps dans ces groupes, c'est aussi de se dire, ça contribue au développement professionnel parce qu'on apprend plein de choses aussi en communiquant, en échangeant avec des personnes d'environnements différents dans l'organisation. Il y a des employés ressources groupes, par exemple, qui travaillent sur l'inclusion des jeunes quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent ou des plus jeunes, pour leur donner des codes, pour les aider à créer leur réseau interne, leur réseau de sponsors, d'alliés dans l'organisation. Et tout ça, en fait, c'est aussi du partage du développement, on va dire, professionnel, personnel. Et c'est très riche aussi parce qu'on développe de nouvelles compétences quand on est dans ces groupes. Et puis aussi, ça permet d'être identifié aussi, comme Pierre Arnaud le disait, comme un talent aussi pour demain, nouveau leader qui peut aussi porter des projets structurants pour l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant de contribuer et c'est intéressant que cette contribution soit valorisée par l'organisation elle-même. Donc c'est vraiment ce qui va permettre d'apporter un fonctionnement efficace, même si parfois il y a des bugs, il y a des apprentissages et qu'effectivement il faut construire pas à pas. D'ailleurs, en fait, j'aimerais juste ajouter que nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ça représente un certain nombre d'heures. Donc, comme tu dis, c'est vrai que dans les réseaux Pride, on a l'habitude de dire j'ai mon day job et mon gay job. J'aime beaucoup cette expression je trouve, qui représente bien la situation. Nous, on le quantifie en nombre d'heures par mois passées sur le réseau. Donc, on va informer avant même que les personnes puissent postuler pour faire partie de la gouvernance, parce qu'on a 10 personnes qui représentent la gouvernance du réseau, qui font vivre le réseau, et ensuite tous les employés peuvent participer en fait aux événements organisés par les réseaux, mais on le quantifie et on demande l'autorisation des managers avant que les personnes postulent pour que ça soit très carré en fait. Donc ça, c'est important. On discutait avec Pierre Arnaud et Sandrine et toi, Lucille, la semaine dernière. En fait, il se trouve que LinkedIn, par exemple, paye les membres de leur gouvernance de $10 000 par an, ce qui est quand même assez grand, pour vraiment une reconnaissance de ce travail volontaire. Et puis, ce que tu disais, Sandrine, et toi aussi, Pierre Arnaud, moi, je suis d'accord sur le développement personnel et professionnel. On commence à le développer ici à Paris. Mais c'est vraiment, aux États-Unis, c'est très ancré comme un détecteur effectivement réel de talent. Donc, quand vous allez être pris dans cette gouvernance, ça veut dire qu'on vous voit comme potentiel et ça va normalement, entre guillemets, vous aider pour le reste de votre carrière. Nous, à notre petit niveau, j'ai une personne qui était volontaire pour les réseaux Pride et finalement, j'ai pu la recruter au sein de l'équipe diversité et inclusion. Ce n'était pas l'objectif, mais j'ai trouvé qu'elle faisait du bon travail. Donc, c'est comme ça qu'elle a été recrutée. Et au-delà de l'équipe diversité et inclusion, je pense que tu as tout à fait raison, Sandrine, ça donne beaucoup de visibilité. Donc déjà, la personne apprend pour elle, pour son développement personnel et professionnel, et est visible, notamment avec des exécutifs. Donc le jour où il ou elle voudra changer peut-être de job, ça sera plus facile, je pense. Et aux États-Unis, donc il y a vraiment même un Black Talent Network qui est lié au réseau d'employés afro-américains, pour être très clair là-dessus. Hyper intéressant. Peut-être pour donner des tips pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent sur tout ce qui va concerner le budget, pour bien comprendre en fait la problématique budgétaire, il faut comprendre que donc qu'il y ait un budget affecté déjà ou non, comme le disait Sandrine, les personnes en question donc sont des bénévoles. Ça veut dire que en plus d'être sous-représentées et d'avoir besoin d'un espace sûr où elles peuvent partager leurs expériences vécues, effectivement
il faut quantifier ça. Et là, Brabel, vraiment, je trouve ça exceptionnel que ce soit quantifié de façon très claire, comme ça se fait parfois pour des CSE ou autres. Je trouve que c'est très bien. En fait, même une fois que le budget on va dire, a été créé, a été affecté, etc., c'est important que les C-level continuent à remercier les gens d'être courageux parce qu'ils s'expriment en public ou reconnaissent des choses ou impulsent quelque chose au niveau R&D ou autre. Mais c'est vrai que ce qu'on doit faire, ce qui doit aussi être bien compris, c'est que pour arriver quelque part, donc il faut que ce soit des budgets, pardon, des objectifs avec un budget. Et en plus, les personnes qui, effectivement, n'ont pas forcément été identifiées, mais contribuent beaucoup, malheureusement, peuvent parfois passer à côté d'opportunités au sein de leur carrière, justement parce qu'elles se surinvestissent en termes de temps entre leur day job et leur gay job. Et c'est aussi pour ça qu'il est important de le reconnaître et de le mettre en avant, parce que les entreprises qui ne le font pas, contrairement à Disney, en fait, risquent de passer à côté de quelque chose. On peut avoir les personnes qui s'essoufflent aussi et qui commencent à se poser des questions sur la répartition entre leur implication au sein du groupe, le fait d'avancer leur carrière, le fait peut-être d'être parent à côté, etc. Et en fait, c'est très important d'acter et de poser les choses de façon à envoyer un signal fort d'engagement en termes de moyens, en termes de reconnaissance, en termes de scope et d'amplitude. Et puis, surtout, il y aura peut-être un second effet très intéressant, deuxième effet qui se coule, c'est que du coup, il y a beaucoup plus de personnes que prévu qui s'impliqueront au sein des BERG. Et ça peut être du coup le côté très sympa qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'on est à un moment intéressant où non seulement on peut s'inspirer de ce que font les US, mais on peut aussi peut-être quelque part, en plus de l'adapter, le modifier pour aller encore beaucoup plus loin. Pour rebondir, Merci c'est beaucoup. juste, Vas-y, ouais, Sandrine. pardon, juste pour rebondir, je crois que c'est Dell qui s'est fixé un objectif hyper ambitieux au niveau monde avec l'idée d'avoir 40% de ses collaborateurs dans des IRG. Donc là, ça devient assez particulier parce que finalement, c'est finalement pratiquement la moitié de l'entreprise engagée dans cette démarche-là. Mais c'est quand même intéressant à noter parce qu'on voit qu'il y a vraiment maintenant des objectifs aussi que se fixent certaines directions d'entreprise sur ce que doit représenter un IRG ou un BRG dans l'organisation. Donc ça, c'est bien. Et après, sur le cadre, le fait donc effectivement de donner un budget, d'allouer un budget, etc. Mais sur le cadre, moi, je reste quand même sur une vigilance sur l'équilibre entre le fait de dire que le groupe peut vivre, créer ses propres règles et peut vivre indépendamment de l'organisation managériale, en fait. Et c'est trouver les équilibres, effectivement, entre le temps qu'en tant qu'employé, avec cette organisation RH stricte, définie, on va dire, implique, et puis cet espace libre, cette zone, on va dire, de sécurité, de confiance qu'on crée à l'initiative des employés, où il faut aussi respecter cette liberté et cette on va dire structure qui est impulsée, et cette organisation qui est impulsée des collaborateurs eux-mêmes. Donc, c'est toujours difficile, je trouve, effectivement, de maintenir cet équilibre pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse contribuer du mieux possible à son day job et puis à son gay job. Ce qui m'a l'air intéressant aussi par rapport à ce que tu disais, ce que disait Brabel, c'est d'un côté rémunérer l'effort. Je pense que c'est une très belle reconnaissance, puisque effectivement c'est du temps horaire. Peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin et se dire que, par exemple, pour ceux et celles qui ont des fonctions commerciales, que peut-être les objectifs devraient être revus. Même chose si, par exemple, la personne travaille au niveau du recrutement. Soit c'est la quantité qui va être différente, soit c'est la qualité du travail qui peut peut-être un peu baisser. Et donc, il vaut mieux revoir les objectifs directement avec le manager. Je pense que ça permet aussi aux personnes impliquées d'avoir la tête libre et de ne pas sentir une tension parfois non exprimée. Ça peut être une bonne piste aussi comment dirais-je, de découpe de temps comme on le fait en gestion de projet de façon assez classique finalement.
Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce sujet de Berg ou est-ce qu'on se concentre un petit peu plus sur le terme des alliés? Comment vous voyez les choses? Il nous reste une vingtaine de minutes. On s'était dit qu'on gardait un peu plus de 5 minutes pour les questions-réponses. Après, s'il y a des questions au fur et à mesure, ça peut être intéressant aussi. Donc, on peut continuer sur les alliés. Et puis, s'il y a des questions, parfois, c'est sympa de répondre aussi tout de suite. Oui, n'hésitez pas, hein, on le redit, mais n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voudriez des précisions. N'hésitez pas à nous écrire et on répondra avec plaisir. Après, moi, ce que je peux peut-être juste partager, j'en ai parlé brièvement sur cette semaine des alliés. En fait, donc le concept d'allié de la diversité, ça qu'allié, la première impression quand on n'est pas dans la perspective d'INI, c'est qu'on pense plutôt à un terme militaire, forcément. On n'est pas très loin, sauf que là, on parle de la diversité et de l'inclusion. Ce n'est pas un combat, mais pas loin. Du coup, je voulais partager avec vous la définition de T. Robert que j'ai relevée. Donc, un allié est une personne qui apporte à un autre son appui et prend son parti. Donc, je sais que Pierre Arnaud l'a plus développé, mais c'est vraiment de se dire que chacun et chacune d'entre nous, on représente différentes dimensions de la diversité et on peut être un allié pour l'autre dans sa diversité. Voilà, c'est déjà ça. Et comment on a essayé de populariser ce terme auprès de nos employés? Donc, on a organisé cette semaine des alliés avec différentes choses. On a par exemple publié un petit manuel justement de la définition de l'allié et comment on pouvait faire, entre guillemets, à notre niveau personnel pour devenir un allié dans le cadre personnel et professionnel. Une fois de plus, je crois que c'est vraiment un cheminement unique puisqu'on a tous un niveau de connaissance de l'autre différent, on a tous lu des livres différents, une éducation différente. Donc c'est à chacun, je crois, vraiment de se renseigner de son côté. Pour pouvoir être un allié dans le lieu du travail. Et puis, donc, on a fait donc, cette conférence avec Bolewa, une professeure aussi de MIT qui est spécialiste des biens inconscients. Et puis, on a projeté un petit court-métrage de Pixar, en fait, parce que Pixar, donc, ça appartient à Disney. Et ils ont fait toute une petite série de courts-métrages qui sont faits par des personnes qui ne sont pas normalement dans les films et qui travaillent à Pixar. Et qui parle du sujet de la diversité. Donc, on a eu un Pearl, je vous encourage à le regarder, je vous l'enverrai après sur plutôt l'égalité homme-femme. Et il y en a un qui s'appelle Out, sur l'histoire d'un coming out un peu extraordinaire et magique. Et en fait, on a invité les réalisateurs et le producteur, puisque l'un s'identifie comme homosexuel, l'autre comme hétérosexuel. Et on leur a posé des questions après avoir projeté le court-métrage sur comment ils avaient travaillé ensemble sur cette notion d'allié, parce que ça transpire en fait dans le court-métrage. Et puis, on a fait un petit challenge, un petit quiz avec des questions. Et puis, chacun s'encourageait pendant 21 jours à mettre en place des actions pour être un meilleur allié. Et puis, on a complété par un petit goodie, c'était une lanière avec le nom Belong, qui est notre marque, en fait, diversité et inclusion, avec plein de couleurs, comme vous pouvez voir sur l'écran, qui représentent la diversité, en tout cas chez nous. Voilà. On a perdu Pierre Arnaud? Non, ça va. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, par rapport à la notion d'allié, je pense qu'on est parfaitement aligné. Le plus difficile peut-être pour les personnes qui souhaitent faire partie finalement des alliés, c'est déjà de comprendre qu'effectivement on ne peut pas soi-même se définir comme allié. En général, c'est parce qu'on s'informe, parce qu'on participe, parce qu'on est curieux ou tout simplement parce qu'on estime qu'on a assisté à des choses un peu injustes qu'on aimerait contribuer et on le devient progressivement. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant, de délicat parfois dans certains contextes à mettre en place. Par exemple, il m'est arrivé une anecdote l'année dernière où en fait j'étais le seul speaker finalement masculin pour aider un certain nombre de femmes dans la tech à apprendre à négocier leur salaire, etc. On m'a refusé l'entrée de la conférence en demandant s'il y avait quelqu'un dans mon équipe qui était disponible. C'est encore le genre de choses qui peut arriver de façon très rare, bien sûr, mais c'est là où on voit qu'il y a non seulement déjà pas mal d'éducatifs à faire sur d'évangélisation finalement, sur tout ce qui va être les BERG, les LGBTQI+, etc., la diversité et l'inclusion en général, mais le concept d'allié finalement, en tout cas en Europe, est relativement récent. Alors, il y a pas mal de personnes qui travaillent dessus, donc c'est vrai qu'on commence à voir de belles choses un peu partout dans des entreprises plutôt clés. Mais le meilleur conseil que j'ai à donner, comme le disait Brabel un peu avant, c'est effectivement d'y aller progressivement, de comprendre qu'il y aura quelques couacs,
c'est pas grave, on apprend en faisant. Et puis, au final, on va tous y gagner, je pense, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, lorsque le concept sera beaucoup plus visible. Peut-être mon conseil pour démarrer, c'est effectivement de se poser la question de comment inclure les personnes qui ne s'y connaissent pas, mais qui souhaitent se former et s'éduquer dessus, et donc mettre en place des workshops, des sessions d'information, des webinaires également, comme on le fait, de façon à ce que les gens, dans un espace safe, puissent poser des questions un peu décomplexées. Et donc, progressivement, les alliés vont se révéler d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va avoir, je pense, un bel ensemble et un bel effet de groupe. Sandrine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet des alliés? Oui, alors moi, cette notion d'allié, évidemment, elle m'est chère parce que je trouve que c'est hyper intéressant dans cette approche aussi de décloisonner, y compris les IRG, parce qu'au départ, les IRG, c'était quand même assez cloisonné. On a, par exemple, si je prends l'approche française, on va dire, de ce qui peut se rapprocher de l'IRG, qui pourrait être des réseaux internes, il y a eu beaucoup, ces dernières années, des réseaux féminins qui se sont constitués, où finalement, c'était intéressant parce que c'est effectivement des zones d'échange, de partage d'expériences, de liberté de parole qui sont importants pour des femmes dans l'entreprise, pour aussi se fédérer, pour être dans cette sororité qui permet de se coopter, d'avancer aussi et de travailler son évolution de carrière et puis de se sentir légitime souvent. Mais ça a aussi un inconvénient, c'est que finalement, c'était des réseaux où finalement on était sur des personnes convaincues qui parlaient à des personnes convaincues que voilà, il fallait avancer, que la cause était importante et qu'il fallait la porter le plus fortement possible. Donc à un moment donné, finalement, on fonctionne en vase clos et l'inclusion, c'est pas ça. Voilà, donc le but, c'était aussi de finalement se dire comment on associe on s'ouvre aux autres et comment on fait venir aussi des acteurs qui sont pas forcément directement concernés, mais qui ont envie de s'engager, qui ont envie aussi de porter des changements, des progrès sociétaux et qui ont aussi des clés à apporter et qui permettent d'élargir finalement la réflexion, de créer cet essaimage comment dire, des idées qui est hyper importante parce que le but, c'est effectivement que tout ça crée un écosystème ouvert et que cet écosystème, il s'enrichisse des diversités, des différences de chacun et que ça ait plus d'impact et qu'on ne soit pas dans un impact finalement toujours en cercle fermé et finalement assez restreint sur des populations qui sont déjà convaincues en fait. Donc ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est des IRG qui sont la somme de plusieurs réseaux et qui vont porter des messages, on va dire, de diversité et d'inclusion avec voilà, des sujets et des leaders qui vont s'emparer de projets ou de sujets thématiques, mais dans une vision globale où tout le monde peut contribuer en fait. Donc c'est aussi intéressant cette évolution qu'on constate dans ces groupes d'employés avec cette approche plus ouverte et moins en silo. Oui, je rejoins complètement. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à creuser. En fait, ce qu'il faut chercher à éviter, c'est que mal employé, finalement, ça pourrait potentiellement renforcer les divisions et les silos au sein des organisations. En fait, on pourrait par inadvertance annuler, par exemple, tout ce qui va concerner l'intersectionnalité, commencer à étiqueter des individus comme des êtres spécifiques plutôt complexes, et nier les multi-appartenances. Par exemple, il y a certains fans de musique qui aiment à la fois le métal, la techno et la pop. Moi-même, je suis dans plusieurs groupes, on va dire, distincts. Et c'est vrai qu'on doit être inclusif au sein de ces groupes et s'en servir pour, comme on le disait tout à l'heure, stimuler la génération de leaders, l'innovation, l'inclusion, etc. Et faire attention à ne pas reproduire de l'entre-soi. C'est en général un bon test pour voir le degré de maturité, on va dire, intellectuelle de l'entreprise quand on regarde ce qui s'y passe de ce point de vue-là. Par exemple, les exemples que donnait Brabel tout à l'heure, notamment avec les alliés hautes, prouvent qu'ils sont à un stade extrêmement avancé et qu'il y a très peu de couacs. Ça arrivera au début, on aura de moins en moins par la suite, mais c'est vrai qu'il faut bien garder ça en tête. Tant qu'on garde ça en tête, normalement, on réussit à esquiver la plupart des... Abel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Il nous reste une dizaine de minutes. Voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des
Juste dire qu'il y a, pardon, si tu veux dire s'il y a des questions, oui, je pense qu'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat parce qu'on peut répondre aussi. Juste dire que l'intersectionnalité, c'est vraiment quelque chose d'important et effectivement, on organise par exemple un sommet aux États-Unis, enfin avant la Covid, il y a eu un sommet avec tous les réseaux internes d'employés, enfin les Burg, la Walt Disney Company, de toutes les marques en fait, donc Pixar, Marvel, National Geographic, on s'est tous retrouvés à Los Angeles et effectivement pour échanger dans un but d'intersectionnalité sur plein de sujets et justement pas être en silo. Voilà, moi j'ai que 2 réseaux, mais c'est ce que j'essaye de faire aussi. Par exemple, pour les conférences Pride de mardi, c'était plus simple, plus facile de trouver des speakers hommes qui vont parler de ces sujets. Malheureusement, c'est plus facile encore, on le sait, il y a une invisibilité des femmes lesbiennes dans la société aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait forcément qu'on ait aussi des femmes intervenantes, ce qu'on a trouvé. La modératrice sera une femme d'ailleurs. Et dans chaque sujet qu'on fait diversité et inclusion, et notamment dans les burgs, on pense intersectionnalité, parce que je rejoins tout à fait Pierre Arnaud et Sandrine. Sinon, il y a un risque, au contraire, justement, d'exclusion, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, ou de personnes de rester entre elles. Donc, il y a des échanges entre les 2 réseaux, les best practices, et on essaye de co-construire ensemble et pas chacun dans son coin, effectivement. Donc, Vas-y, Pierre Arnaud. Je pense que du coup, comme tout le monde est plus ou moins aligné, peut-être qu'on pourrait se pencher un peu d'un point de vue business sur la question finalement, puisqu'on on a beaucoup regardé le côté humain, c'est normal, c'est ce qui prime. Alors, au point de vue déjà de la reconnaissance par rapport à ce que disait Brimbel, finalement, les Berg s'assurent que les employés ont la possibilité d'être entendus, valorisés et engagés. Deuxièmement, ils permettent une compréhension fine finalement, de qui sont les clients de l'entreprise, de par leur composition, leur représentation, leur feedback. Et ça, déjà, c'est un immense avantage compétitif. Enfin, et surtout, ils permettent d'avoir un aperçu ou un instantané des possibles performances de celles-ci, parce que les entreprises intelligentes, ou en tout cas avancées sur le sujet, comprennent que si elles ne se développent pas, elles ne seront pas là très longtemps. Par exemple, lorsque j'ai habité aux US, lors de mes différents voyages, j'ai constaté que beaucoup d'entreprises se permettaient d'utiliser leur Berg pour se constituer une main-d'œuvre reflétant la démographie de leur clientèle. En fait, l'idée était que leurs clients seraient beaucoup plus fidèles et se sentiraient beaucoup plus à l'aise s'ils faisaient affaire avec des gens plus inclusifs, qu'ils les comprennent, qu'ils soient plus ouverts à la fois de façon multiculturelle, qu'ils soient polyglottes, qu'ils s'intéressent à d'autres spécialités que les leurs, etc. Et du coup, beaucoup de ces entreprises ont obtenu l'aide de leur Berg pour augmenter finalement les dépenses de l'organisation auprès de divers fournisseurs. Donc les Berg finalement peuvent aussi devenir des prescripteurs ou des facilitateurs. Comme le disait Sandrine, elles aident normalement aussi lors de l'intégration des nouveaux employés, donc durant le processus d'onboarding. Tout ce qui va être côté RH, côté talent acquisition, il y a pas mal d'études qui montrent aussi que les 60 à 90 jours d'emploi sont une période critique. Donc durant ces 2 à 3 premiers mois, finalement, il est particulièrement difficile, à moins de faire un suivi quotidien avec les recruteurs qui ont recruté les personnes, de prendre un peu le pouls. Est-ce que l'onboarding se passe bien? Est-ce que le manager est suffisamment présent? Est-ce que l'équipe est inclusive? Est-ce que la personne a la sensation que les objectifs ont été fixés? Est-ce qu'ils sont atteignables? Est-ce qu'elle est incluse? Est-ce qu'elle a des personnes en dehors de son équipe avec qui elle peut échanger, etc. Et donc, toutes ces réponses, finalement, peuvent être adressées en partie par les Berg. Ça peut être intéressant, certaines entreprises impliquent lors des petits déjeuners et les journées de découverte d'onboarding les Berg et les mélangent lors des petits déj en plus des hiring managers et des formateurs, au cas où ce ne soient pas les mêmes personnes, de façon à ce que les personnes puissent immédiatement se faire un réseau varié au sein de cercles différents. Et je pense que ça, c'est peut-être une des plus belles contributions que permettent d'avoir les Berg, c'est immédiatement d'être inclus et de se sentir faire partie du groupe au lieu d'attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui est cet effet de promotion un peu qui se gère. De façon intéressante, les entreprises qui cherchent à créer des effets promo en ayant 1 à 2 dates par mois, bien sûr parce que le volume de recrutement le justifie, et qui groupent ensemble les nouvelles recrues pour qu'elles se connaissent les unes les autres et comprennent le travail des différentes, on va dire, business units, comment travaillent les autres, sont également les mêmes qui, en règle générale, incluent les Berg lorsqu'elles en ont lors de ces petits déjeuners et ces journées d'intégration. Donc, il y a quelque chose à creuser aussi de ce point de vue-là, je pense. Voilà.
Est-ce que Brimbel et Sandrine, vous avez vu justement d'autres formats autres que les petits déjeuners pour justement assurer ces échanges et ce mix entre les groupes, vous, de par votre expérience? Non, c'est à peu près la même formule, mais par contre, effectivement, on sait que c'est un facteur d'attractivité. Moi, je me souviens d'une conférence que j'écoutais où il y avait une personne qui était au Boston Consulting Group et elle disait clairement comment choisir son premier job. Elle allait tout de suite sur la page en fait des burgs, en fait par exemple en l'occurrence du BCG. Elle a vu qu'il y avait un Pride Burg et elle s'est dit bah, en gros j'ai vu la lumière, je sais que je vais être bien accueillie, je sais que je vais me sentir la bienvenue et c'est comme ça qu'elle a postulé en fait et qu'elle a eu job dans le sens où voilà, c'était vraiment un facteur pour quelqu'un, je pense, qui avait un peu le choix des offres d'emploi, c'était un facteur différenciateur en fait. Et ça, c'est important de le savoir, de le mettre en avant sur les sites de recrutement. Et si c'est vraiment réel derrière, il ne faut pas que ça soit juste une vitrine. Mais voilà, il faut bien sûr être aligné. Mais je pense que peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce facteur en fait. Voilà. Et ouais, pour rebondir, ce qu'on donne comme conseil aux entreprises, notamment sur la partie onboarding, qui est une étape importante, effectivement, notamment dans des entreprises innovantes en forte croissance, où il faut aussi démontrer qu'il y a une culture d'inclusion et puis la travailler concrètement. C'est effectivement déjà au moment de l'onboarding et des premiers rendez-vous avec les nouvelles recrues, de présenter de façon, on va dire, officielle ou en tout cas formalisée, les valeurs d'inclusion de l'entreprise, que ça, c'est souvent oublié déjà. Et puis d'expliquer tout une sorte d'onboarding kit de ce que comprend concrètement la culture d'inclusion de l'entreprise. Donc, ça va être, par exemple, c'est quoi la politique parentalité, y compris pour le second parent, quelles sont justement les ressources auxquelles je peux me référer si je veux m'engager sur ces sujets-là. Donc là, s'il existe des employés resource group, des réseaux qui adressent ces enjeux-là, savoir qui est la personne que je peux contacter, comment les rejoindre, ce que ça implique, comprendre le cadre aussi. Et tout ça, c'est hyper important parce que si la culture d'inclusion est là et se construit avec les équipes, c'est au moment de l'onboarding de bien aussi montrer que c'est un enjeu stratégique et qu'il y a tout un ensemble de dispositifs, d'actions sur lesquels la nouvelle recrue peut s'engager, contribuer et se reposer aussi. Donc ça, c'est hyper important. Je pense que ça résonne énormément avec tout ce que vous dites depuis le début. C'est vraiment avoir une communication claire, engagé au maximum, être inclusif dans les employés qui ont la possibilité de participer à ces groupes, collaborer au maximum et surtout avoir le support, le soutien des C-level, du management ou de grandes figures comme ça qui vont marquer l'existence de ces groupes. Je vois qu'on a une question dans le chat. C'est pour la dernière minute. Alors, c'est pas une question. L'onboarding est en effet essentiel pour se mettre déjà dans la culture diversité et inclusion dès le début. Oui, clairement. Et personnellement, c'est un sujet qu'on a en interne quand on démarre et que le projet prend de plus en plus forme. Et je trouve qu'aujourd'hui, le groupe qui s'occupe de ce sujet, on n'a pas forcément encore communiqué vers l'extérieur. Donc, on a un certain niveau, on a certains collaborateurs, on essaie d'être inclusif, etc. Mais c'est difficile de choisir le moment où on va ouvrir les vannes et finalement permettre à tout le monde d'intervenir, tout en essayant de rester efficace, d'avoir un groupe qui continue d'exister aussi dans la durée. Parce que je trouve que c'est ça aussi qui est difficile, c'est que, OK, une fois qu'on met ça en place, on est aussi attendu sur des résultats et vous le disiez tout à l'heure, il y a des objectifs qui peuvent tout à fait se mettre en place. Donc voilà. Le mot de la fin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on termine là? Merci beaucoup en tout cas. Je veux bien ajouter un petit mot rapidement. De mon côté, je pense qu'en
fait, il faut rester impérativement bienveillant, comprendre que les choses prendront du temps. La première année, c'est un peu normal d'être cordonnier mal chaussé et d'apprendre de se documenter, de se tromper un petit peu. Peut-être lorsque vous avez des intervenants ou intervenantes très intéressants, demandez la permission de faire quelques vidéos puisque vous pourrez offrir un concentré peut-être aux personnes qui vous rejoignent, notamment tout ce que disait Sandrine concernant les policiers, etc. Et puis, vous pouvez également faire en sorte de leur donner un petit kit de vidéos ou de ressources en même temps qu'un playbook de façon à ce que les personnes puissent s'auto-informer grâce à ce que vous avez déjà vécu, expérimenté au sein de l'entreprise. Voilà. Je voulais juste dire merci à vous tous et vous toutes. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, pour conclure sur tout ça, vraiment associer les collaborateurs, les collaboratrices à sa culture d'inclusion au travers de ce type d'action de groupe, ce sont beaucoup d'opportunités. Après, il faut apprendre effectivement à tester, à itérer, mais c'est beaucoup d'opportunités, c'est beaucoup aussi de belles expériences à vivre, à partager. Et pour moi, c'est vraiment au cœur d'une culture d'inclusion forte d'entreprise. Donc, on peut que vous encourager à expérimenter. Merci à tous. Je vois qu'on a des commentaires dans le chat. Ça a l'air de vous avoir bien intéressé. Et merci pour vos retours. N'hésitez pas à nous écrire également si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou si vous voulez prolonger les conversations. Merci à vous trois, encore une fois. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.